Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes vendredi 19 juillet 2024. Il est 8 h et comme d'habitude, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Et Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Oui. Belle semaine? Oui. Tranquille. Tranquille. Tu peux déjà partir à la plage ou pas encore? Je crois que ça se voit. Ouais, bon, peut-être. Hein. On ne prend pas des couleurs forcément le premier jour. Hein. Si, voilà. moi je vais vers le rouge le premier jour. Ah, d'accord. Oui. Donc, ça se voit forcément. Voilà, donc ça se voit forcément, effectivement. Oui. Tu pars à la plage, bien entendu. Évidemment. Ça va commencer quand, finalement, ta première baignade? Mais je ne sais pas encore. C'est déjà programmé? Non. Pas encore? J'ai rien programmé. Ça dépend de certaines personnes. Ça dépend de certaines personnes, voilà. Qui ne veulent pas encore... Se décider. Se décider. Tout à fait. Voilà. J'ai lancé l'appel, mais je n'ai pas eu de réponse. Oui, bon. Donc, en attendant la réponse, on se prépare à aller à la plage, n'est-ce pas, à prendre un bon bain de soleil. Tu portes des lunettes de soleil? Ah oui, oui, oui. Obligatoire? Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Lunettes de soleil, protection, chapeau, parasol, la totale. La totale. C'est effectivement donc des gestes qui paraissent anodins et pourtant ce sont des gestes quand même très très importants, particulièrement par rapport à la vision, n'est-ce pas? Exactement. Mina, puisqu'on a tendance finalement à négliger, surtout lorsqu'on est en bord de mer. C'est vrai qu'il fait bon, bord de mer, on se baigne, donc on se rafraîchit. C'est vrai. On a tendance à négliger certains aspects de sécurité. C'est vrai, mais surtout quand c'est la piscine. Oui, oui, oui. Quand c'est la piscine, je pense que c'est... Parce que j'ai eu un petit accident, on va dire. Ah, quand même. Oui, dans une certaine piscine qui était assez... qui avait une bonne renommée à l'époque. D'accord. Je crois que c'était à l'époque du collège. Il y avait beaucoup trop de chlore. D'accord. Et donc, j'ai failli perdre la vue. Ouh là là. À cause de ça. Donc, j'ai dû rester presque un mois avec les yeux bandés. Ah, carrément. Pas de soleil, pas de télé, pas de lumière, rien du tout. Carrément. Ah oui, oui, oui. Ah ben voilà, donc des gestes finalement effectivement à prendre en considération. Si je te pose toutes ces questions ce matin, Amina, c'est parce que tout simplement ce matin nous allons nous intéresser à la protection de la vision, à la protection des yeux, la protection de la vue, particulièrement contre les UV, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à partir à la plage, à passer toute la journée, et on n'y pense pas. Et on se dit, on se protège par rapport à l'eau. Oui. Mais on ne pense pas forcément aux UV, on ne pense pas forcément il y a du beau soleil, il y a des éclaircies, mais on ne pense pas forcément aux UV parce que les UV sont encore parfois beaucoup plus dangereux quand le ciel finalement est couvert. Oui, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, comme il fait aujourd'hui, donc un temps plutôt couvert. Et si je te pose toutes ces questions, c'est parce qu'aujourd'hui on s'est intéressé à comment protéger sa vision, comment protéger ses yeux, particulièrement contre les UV, surtout si on passe toute la journée en bord de mer. En bord de mer, on passe par la par la petite période du zénith entre 10 h et 14 h. Donc c'est vraiment le pic là où le soleil fait 90 degrés avec la terre et c'est là donc où les UV deviennent beaucoup plus dangereuses. Donc toutes ces questions, nous allons y répondre en compagnie de notre invité dans un petit moment. Toujours sur le registre santé, nous aurons un autre invité cette fois-ci qui a lancé une application durant le Covid. D'ailleurs, nous l'avons reçu à cette époque-là. C'était une application un peu pour nous orienter vers des médecins de proximité, etc. Et cette fois-ci, il va encore venir nous parler des nouveaux services qu'il propose à travers son application. Toujours sur le registre santé. Alors, ce qui pourrait être très dérangeant, particulièrement pour les associations de protection de l'environnement, c'est l'hygiène. N'est-ce pas? L'hygiène dans les lieux publics. Alors, on parle de la plage, donc il y a la plage, on parle aussi, alors c'est le moment des vacances, hein. Donc la plage, pique-nique, forêt, n'est-ce pas? Les parcs aussi. Les parcs, donc c'est bien beau de passer toute la journée, de prendre son pique-nique avec soi, mais c'est encore beaucoup plus intéressant de tout nettoyer en quittant les espaces, chose qui ne se passe pas forcément. Exactement. N'est-ce pas? Et bien justement, l'hygiène au niveau des lieux publics, c'est le thème que Dr Fathi Benachnou a choisi pour nous. Ce matin, aussi aujourd'hui, nous allons nous intéresser, du moment qu'on parle de la plage, bien sûr, tu plonges. Et tu coupes la respiration. Oh, on faisait des concours quand on était petit. Voilà. Oui, oui. Tu avais déjà remporté des concours? Ah ouais, j'étais toujours la meilleure. Tout le temps pour moi. C'était toujours c'était tout le temps pour moi. C'est vrai que c'était... Ah bah tiens, faudra le faire.
Oui, bon. Bon, après, je sais pas trop. Après un peu plus de 30 ans, écoute, hein. avec 0 exercice physique, on verra. Hein, on est à égalité, c'est déjà bien. Ouais, on est à égalité, effectivement. C'est déjà bien. Effectivement, c'est bien de reprendre. Alors, si on parle de tout cela, c'est parce que dans quelques temps, donc, il y aura, en ce moment déjà, il y a les préparatifs du championnat d'apnée. Voilà, donc nous allons parler de tous ces préparatifs et surtout comment les athlètes se préparent pour une telle discipline. Et aussi, cette fois-ci, dans notre émission, nous allons nous intéresser à un autre sujet très très intéressant, très important. Ce sera en compagnie des étudiants. On le dit à chaque fois, les étudiants font de très très belles choses sur terrain. Et cette fois-ci, c'est un autre événement que le club des activités polyvalentes de l'école Polytech donc, organise. Il s'agit du festival de charité. Donc c'est un festival qui est destiné finalement à collecter des dons pour des nobles causes. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Donc merci encore une fois à Manami, merci à Marimaka qui l'ont programmé pour nous. Mais sinon, le temps était plutôt couvert ce matin. Ça va continuer durant la journée? Non, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Ah, voilà la bonne nouvelle. Bon, oui. Très bien. Tu nous donnes un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. À quelle heure? À 11h. On te pose la question. De quoi? De la régie. Ça va s'éclaircir. Ça, c'est Clément qui pose la question. Ah, je l'entends rire. Ben voilà. Je l'entends rire. Voilà. Oui. C'est Clément qui a posé la question, effectivement. Allez, 11h05, Clément. On verra l'heure tout à l'heure, hein, Clément. Hein. On va chronométrer cette fois-ci. Oui, on va chronométrer, pas de souci. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, une carte plutôt ensoleillée. Hein, oui. Il faudra s'attendre à quelques gouttes de pluie l'après-midi. Ah, c'est bien. À l'intérieur, oui. Au niveau de l'intérieur du pays. Voilà. Très bien. Voilà, un peu plus de détails. Avec plaisir. C'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Ce matin, un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières. Ça va se dissiper petit à petit avec un ciel en journée dégagé, partiellement voilé sur l'ensemble des régions côtières. Quelques pluies accompagnées d'orages vers les régions intérieures, notamment celles de l'ouest et du centre. Et puis sur la partie sud, on notera quelques passages nuageux vers l'extrême sud. Le Caire de Tassili, le Sahara central, le Sahara oriental avec quelques orages sur le sud-ouest. Des vents jusqu'à 50 km/h, ce qui va provoquer de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord jusqu'à 42 degrés à Batna, 40 à Constantine, on notera 34 degrés à Tizi Ouzou, 32 degrés à Alger, 38 à Tiaret, 45 degrés à Gardaya, ainsi qu'à Béchar, on notera 44 degrés à Hassim Saoud, 43 degrés à Elizi, et enfin 49 degrés, ça sera la maximale à Tindouf et Adrar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, une mer plutôt calme et agréable sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, beaucoup de pluie à Mexico, un ciel dégagé à Vancouver, ainsi qu'en Californie et Montréal. On notera quelques petits nuages, mais pas grand-chose du côté de Miami et Dallas. Côté Mercure, on notera 26 degrés à Vancouver et Montréal, 30 à New York, 32 degrés à Miami, 23 degrés à Mexico et enfin 34 degrés à Dallas. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on reste, Mina, donc sur des températures plutôt élevées. Oui, toujours, surtout au sud. Surtout au sud. Ça ne baisse pas encore. Ça ne baisse pas encore. Voilà. Après, c'est des températures saisonnières aussi. Voilà, 49 à l'ombre, donc plus de 50 degrés. C'est quand même assez élevé. Assez élevé. Encore une fois, on ne cesse de le répéter. Il faut toujours penser à s'hydrater, penser aux personnes âgées, penser aux enfants et surtout à vous protéger. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Pour tous ces détails. Rendez-vous à 11h05. Rendez-vous à 11h05. C'est pas Météo Algérie qui l'a dit en tout cas. Écoute, Météo Algérie a annoncé un temps plutôt agréable. Plutôt agréable. Et c'est Mina Abed qui nous donne rendez-vous à 11h05 voilà. pour des éclaircies. Pour des éclaircies. Ah ben voilà.
Très bien, Ouais, rendez-vous à pas de 11h05. Merci beaucoup, de Mina. souci. Donc, Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé de Avec midi plaisir. pour un peu plus de détails. Après celui de 19h, Tout à encore fait. une fois, et demain à partir de 8h pour À Bonjour partir d'Algérie. de 8h, oui. Voilà, merci beaucoup, Mina. Allez, à tout Merci. à l'heure et on continue. Et cette fois-ci, ça va être une pause musicale comme d'habitude et on se retrouve. Fatih Ben Achnoun est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est venu vite, hein, Ah, n'est-ce pas? il y a une réflexion au sujet. Il y a une réflexion, effectivement, Quand on- scientifique d'ailleurs, par Ouais. rapport aux jours qui se raccourcissent. Au jour qui se raccourcit, c'est qu'il y a des prévisions, des prophéties Oui. qui disent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salam. il dit que quand on commence à sentir que le temps s'accélère, c'est qu'on est proche de, Oui. Inch'Allah, on ralentit un peu. On doit faire du bien et libérer la Palestine. Surtout. Après, on peut y aller. Surtout, effectivement. Alors justement, docteur, il y a quelques instants, on en parlait en compagnie de Mina Abed. Les températures sont vraiment très élevées en ce moment. Ça reste quand même des températures saisonnières, mais très élevées. Mais ce sont des températures finalement auxquelles nous avons l'habitude. Mais la particularité cette année, depuis quelques jours, depuis le mois de juin déjà, on sent comme le temps est très couvert et ça peut avoir des impacts finalement sur certaines catégories de personnes. Personne. Alors, le temps est couvert. Il faut revoir notre vocabulaire. Ce qui se passe, et ça va aller en augmentant dans le monde entier, et l'Algérie n'échappe pas, le Maghreb n'échappe Oui. pas là. Ça, c'est ce qu'on appelle, il n'est pas le temps, le ciel n'est pas couvert de nuages. De nuages, oui. Il est couvert par l'accumulation des gaz d'échappement, l'activité industrielle. Tout. Ce sont les rejets des gaz. Quand on a un embouteillage, c'est Oui. pas on est juste embêté. Il faut pas oublier que la Oui. voiture émet des gaz. Alors, d'habitude, quand il y a évacuation naturelle par la nature, parce que l'air chaud est léger, il s'élève. C'est pour ça que les avions en été Oui. décollent facilement. Donc, ces gaz qui s'élèvent et ils ne sont pas évacués par le vent. Vous voyez, il n'y a pas de brise, il n'y a pas de... Sauf ce matin, il y a une Il y légère a une brise. légère, oui. Ces gaz s'accumulent. Et c'est stable. ça, on est sous l'effet des gaz de serre. L'effet de serre. Et c'est ça parce que ça s'accumule. Les gens disent ciel nuageux. Il n'est pas nuageux. C'est les gaz qui s'accumulent et c'est terrible pour c'est le signe de pollution. Wahda. Et deuxièmement, et là je m'adresse aux gens qui ont des maladies respiratoires, à savoir l'asthme, à savoir l'allergie, et même ceux qui ont des problèmes cardiaques. C'est possible de ne pas sortir, de rester à la maison et de boire beaucoup d'eau, ça c'est très important, mais il ne faut pas sortir. Et s'il y a un problème, d'ailleurs, par exemple, la BPCO, la Banque communautaire obstructive, ils ont leur oxygène. Oui. Donc, s'ils sortent, s'ils ouvrent les fenêtres, ils sont à la porte, là, ils vont faire de graves crises respiratoires. Donc là, il faut parfois augmenter l'apport en oxygène. Ça, c'est très important. Et si possible, rester à la maison. Ne pas se dire, je vais... alors là, en bord de mer, j'y vais souvent, pas pour mon bien-être. Je travaille. Et c'est une atmosphère lourde, Oui. terriblement lourde. Et ça, ce ne sont pas des nuages. C'est là où nos concitoyens doivent veiller et intégrer dans leur vie quotidienne. Moi, je parle en tant qu'individu, je crois qu'il faut intégrer cette notion de pollution, arrêter d'utiliser les véhicules, arrêter... Vous savez que dans certains pays, quand c'est comme ça, on peut prévoir. Oui. Moi, j'ai appris par la radio et la télé qu'il y a on va bientôt il y a des camions, camions équipés, tout ça, qui sillonnent Alger pour déterminer la qualité de l'air. Moi, ça, c'est très important et je trouve qu'il faut porter à la connaissance du citoyen. Oui. Pourquoi
il y a cet état de fait. Et surtout, arrêtons d'enlever le couvert végétal, les arbres, tout ça, et remplir par un couvert bétonné. Voilà, alors justement, ce qu'on retient de ce que vous venez de dire, docteur, c'est beaucoup plus par rapport à cette catégorie de personnes qui présentent qui ont justement des problèmes respiratoires. Donc, autant rester à la maison si vraiment on n'a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Mais sinon, un autre point aujourd'hui, docteur. On sort. Voilà, quand on sort, effectivement. Alors, quand on sort, il y a une photo qu'on vient de voir du moment que vous avez parlé de plage. Je ne sais pas si Clément pourrait nous la remontrer. Vous avez parlé donc de la plage, mais parfois on va à la plage et nous sommes confrontés à ce genre de phénomène, parce que ça reste quand même un phénomène, n'est-ce pas? Et ce phénomène donc touche directement l'hygiène des lieux publics, et l'hygiène donc dans les lieux publics, ça touche directement aussi la santé. Là, c'est un lieu hautement contaminant. Voilà. C'est un lieu, c'est pas le lieu lui-même. Alors on rappelle que c'est une photo qui n'est pas prise de chez nous. Hein. Ah, pas de chez nous, mais c'est une photo qu'on retrouve très souvent dans le monde. Mais le monde, géographiquement parlant, ça n'a pas de limite. Donc finalement, voilà. Et on habite la Terre. Voilà. Tout ce qui se passe dans un endroit de la Terre, il est évacué dans un autre point. Souvenez-vous du Covid. Nous préférons rien, mais le Covid quand il décide. C'est alors la mer actuellement, la plage, c'est un lieu. Vous savez que la mer, la plage, l'eau de mer se purifie lui-même si on le laisse tranquille. Mais là, cette concentration de baigneurs, de gens qui vont passer la journée en bord de mer, chacun est porteur de quelque chose. Et surtout, il y a ceux qui urinent. Il y a même ceux qui défèquent une fois. Une émigrée, il faut le dire, est venue passer, elle est venue affolée me voir parce que j'étais le médecin de docteur, je vais partir. Eh bien, elle a vu, il faut dire la réalité, c'est que les sels flottent au-dessus de l'eau, et la mer est un lieu. Pourquoi? Parce que surtout pour les enfants, si vous nagez, bien des adultes, on absorbe toujours un peu. Et cette eau polluée, je sais qu'un vendredi matin, peut-être que des gens sont en train de prendre le petit-déj, mais ça, c'est la réalité que l'on cherche à cacher, mais elle peut être dangereuse. Donc, on peut avaler de l'eau qui est polluée. Ça, c'est important dans le sens où on peut en même temps absorber des microbes, entre guillemets, provenant des sels, on peut avaler de l'urine, ça se dilue l'eau de mer, mais on peut avaler ça et être contaminé. Par rapport, en dehors de cette photo, on sort dans les lieux publics, je vous invite dans un resto, on va prendre des sandwichs, ou on va prendre je ne sais quoi. Alors là, c'est l'attitude. Regardez les fast-food, regardez les camions. Moi, je ne suis pas contre les fast-food, contre le comportement qu'implique cette façon de se restaurer. Premièrement, et je vous invite à être très attentifs, les gens qui travaillent dans... une chose basique, mais qui est dangereuse, regardez les ongles. Parfois, les ongles ne sont pas coupés. Deuxièmement, la blouse, on leur a dit qu'il faut porter une blouse blanche. Une blouse blanche propre, pas une blouse... Je crois que ce discours est répétitif et ne varie pas. Deuxièmement, on demande, et l'Algérie, grâce au système national de santé, a mis depuis des décennies, je dis bien décennies, là je m'arrête pour rendre un hommage au Raham à la professeure Malika Ladjali, avant que j'oublie, elle a beaucoup fait pour la femme algérienne, pour la maman algérienne. Maintenant, quand on parle de contraception, c'était une lutte vraiment très importante avec Janine Belkhouja qui ont fait pour le bien-être de la femme algérienne. Là, je reviens, et ça, c'est extrêmement important dans le sens où il faut voir ces locaux
je crois qu'il faut persister à répéter. Ces locaux doivent obéir et on a des structures à partir du moment où on a un système national algérien médical, à savoir les BCH, les bureaux communaux d'hygiène. Je crois qu'ils doivent être comme des commandos. Oui. Mobiliser et faire le particulièrement en cette période d'été, docteur. Particulièrement, voilà. Ça a été fait par tout le monde. Au bord de la plage. Il ne faut pas rester dans les bureaux. Les BCH ou bien les CEMEP. Les CEMEP, c'est les services d'épidémiologie et de médecine préventive. Regardez, Allah yarhamhum, ceux qui ont conçu le système national algérien, il y a des décennies de cela, on a pensé à la médecine préventive. Elle existe, elle n'est pas à créer, elle existe, l'État verse des salaires, fournit du matériel, et ce sont ces éléments-là qu'il doit prendre. Porter une blouse, oui, mais ça, attention, mais si de la blouse, remet n'importe où, les mains doivent être très propres, et aussi un élément essentiel. Moi, si j'étais, vous savez la chanson, si j'étais président, ce qui est important, quand quelqu'un veut ouvrir un milieu de restauration, un local de restauration, d'accord. Moi, avant de donner tous les éléments administratifs, la paperasse, les dates de naissance et toutes ces choses-là, moi, je demande à ce qu'on me présente un plan d'architecture. Et où je commencerai d'abord par ce qu'on appelle les sanitaires. Les sanitaires, comment c'est conçu, selon des normes internationales, et surtout après les sanitaires, le lieu où on se lave, on se nettoie. Et deuxièmement, arrêtons de mettre un savon peint, un savon de tarf, comme on dit, et arrêtez de penser j'achète mon savon parce qu'il y a l'odeur du jasmin. Ça, il n'y a ni odeur de jasmin ni rien du tout. Ça, c'est un produit chimique et qui peut, beaucoup plus grave, donner des irritations, des allergies et toutes ces... Dans un endroit public, partout, dans les administrations, partout, il faut mettre du savon liquide. Et le savon liquide, il ne faut pas venir avec ses grosses pattes et appuyer. Il y a une technique, on appuie. C'est des choses qu'on répète depuis, je dis, des décennies, mais moi, je fais exprès de rentrer parfois. Parce que moi, j'ai été élevé avec mon père, on allait les gargotes parce qu'on avait notre belle cour, les halles. Et c'est là où j'ai appris la cuisine algérienne. C'était quelque chose de merveilleux. Touara, Zelif, tout ça. Et ces endroits-là, maintenant, il y a 2 ou 3 magasins de poissons. C'est un autre monde, hein. Et je trouve que c'est très important. J'aime aller dans une gargote. Les touristes ne veulent pas aller dans les touristes étrangers, dans les endroits chics où on paye cher. Ils adorent, on leur a dit, manger de la loubia à Alger. Donc ça c'est important, il faut qu'ils soient protégés. Mais attention, je crois qu'il faut apporter une attention particulière parce que c'est des lieux. Imaginez qu'un client ou une cliente est porteuse de salmonelle. Ce sont des méchants microbes, ou Escherichia coli, ça c'est les noms. Vous savez qu'ils peuvent contaminer pratiquement tout le monde. Imaginez que quelqu'un est porteur d'une affection respiratoire, tuberculose ou autre, imaginez qu'il se retrouve dans ces endroits-là. Donc ils doivent répondre à des caractéristiques, pas leur signaler ça ou non. Par exemple, moi je propose, avant de donner l'autorisation d'ouvrir cette gargote ou ce lieu de restauration, les gens qui travaillent là-bas doivent subir un petit stage, un stage de 4-5 jours, expliquer le danger et tous ces éléments-là. À l'époque, je ne sais pas, je crois que ça se fait toujours, on demande une coproparasitologie des selles. C'est-à-dire,
toutes les selles des gens doivent être des gens qui veulent travailler régulièrement, parce que vous pouvez être en bonne santé, mais ayant fréquenté un autre endroit, vous pouvez être contaminé. Régulièrement, on fait une coproparasitologie des selles, et ça, c'est important. Je crois qu'il ne faut pas servir les gens avec une casquette où il y a marqué New York ou San Francisco. Non, je crois que surtout pour les femmes, même les hommes ou les femmes, doivent porter une casquette qui protège, qui isole les cheveux. Ce sont des trucs basiques, mais on n'arrive pas. Maintenant, venez, on va sortir faire un tour. Je crois que ces éléments... Certaines pratiques se sont perdues. Elles sont dangereuses. Attention, regardez ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Ça, c'était une alerte. Le choléra dans la Métija. Et ces éléments, par exemple, Béchéré Jagouli ou bien les histoires de choléra, tout ça, explosent à la figure. On a eu une leçon qui est celle du Covid. Brusquement, en un clin d'œil, il s'est réparti dans le monde, mais il faut que l'on soit prêt à faire face à ça, à ne pas être un porteur. Parce qu'on peut être ce qu'on appelle un porteur sain. Oui. Un porteur sain, je porte truc, je dissémine mes trucs, mais moi, et là, il y a beaucoup de problèmes, et surtout, maintenant, c'est les virus. Les virus, attention, eux aussi, peuvent brutalement se réveiller. C'est comme un geyser qui explose. Donc, vous voyez que c'est pas qu'on veut gâcher les vacances. Au contraire, on veut sensibiliser particulièrement en cette période de grosse chaleur, là où les microbes, donc au sens large, trouvent un environnement prolifique. Et une chose que si l'être humain, il met 9 mois pour avoir un enfant, sachez que les microbes, au sens le plus large du terme, ont une poignée d'heures, 9 mois et une poignée d'heures, ils peuvent croître par milliers. Et surtout se disséminer. Il y a une dissémination rapide. Les vers, moi j'ai vu dans certains cafés, les vers, c'est pour ça que je dis qu'il faut leur faire un petit stage. Au moment où on dépose sa demande. Avec un cahier des charges, pourquoi pas? Un cahier des charges, monsieur. Avant d'ouvrir. Monsieur, pourquoi pas? Il faut un cahier des charges. Et moi j'ai dit que si j'étais président en cette période électorale, le truc, c'est de, premièrement, ce que j'examinerai dans toute demande d'ouverture, et attention, ne vous laissez pas endormir, entre guillemets, par maintenant les devantures des magasins, c'est super, il y a des lumières, il y a des trucs dorés, tout ça, mais j'ai été à l'intérieur, j'ai trouvé des WC, j'ai trouvé des cuisines, une atmosphère atroce, Il faut que les cuisines soient aérées et toutes les évacuations, parce qu'on verse dessus les trucs, les évacuations, le marqa, l'obia, toutes ces choses-là, et plus loin, il va y avoir des éléments bouchés. Vous savez, ce sont des éléments techniques. Voilà. Comment doit être un djiria, comment doit être un évacuateur, quelles sont les caractéristiques. Et on remonte. Le plus important, c'est l'homme, c'est lui qui transmet. Les chats, vous êtes en train de manger, il y a des chats qui vous filent entre les pieds. Et le chat, je n'ai rien contre les animaux, mais les animaux transmettent aussi. Par exemple, le vétérinaire devrait venir régulièrement dans cet établissement public. Et quand j'ai dit établissement public, ce n'est pas public-privé. C'est public par rapport à l'espace. Fréquenté par le public. Je crois attention, j'espère me tromper, il ne faut pas jouer avec ces choses-là, parce qu'elles peuvent nous retomber à la figure. À ce moment-là, on commence à courir avec les médicaments, l'oxygène, les hôpitaux, mais je termine par cette chose-là, c'est que ce sont des éléments, hélas. Et par exemple, quand en Algérie, tous les médias algériens régulièrement, vraiment régulièrement, évoquent ce problème.
Mais venez, je vous invite à prendre un shawarma et vous verrez ce que c'est l'établissement et tous ces éléments. Effectivement, donc on retient aujourd'hui, encore une fois, l'hygiène dans les lieux publics. On salue quand même le travail de la société civile qui fait un travail quand même colossal sur terrain par rapport justement à protéger, à garder et assurer l'hygiène dans les lieux publics. En tout cas, merci beaucoup. Mais docteur, on a, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. On a des arbres qui existent et que l'État finance. Quand l'État donne des salaires, donne des véhicules, l'État, il est là. Mais je crois que moi, si j'étais l'État, je demande pourquoi j'ai des problèmes de santé, de diarrhée, de vomissement, de maladies, d'infections. Ouvrir des enquêtes carrément par rapport à ce genre de pathologie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain pour notre thématique. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Et le musée de l'Etusa vient d'être inauguré. C'est l'ami Aboud Bouda qui s'est intéressé à ce sujet dans son reportage. On se retrouve juste après. Terminus. Tout le monde descend, mais le voyage n'est pas pour autant terminé. On vous embarque immédiatement pour l'histoire des transports urbains algériens. Dans ce hall d'exposition, des pièces maîtresses vous plongeront dans le passé, comme ce tramway mythique qui daterait de 1882. Des trolleybus de la RSTA et même une ancienne fourgonnette utilisée par les contrôleurs. L'Etusa, une histoire qui se raconte. Effectivement, l'Etusa est l'histoire d'un siècle et demi d'histoire, de transport, de personnes qui ont travaillé, qui ont partagé la vie des citoyens. Beaucoup de modes de transport ont défilé pendant toutes ces années, pendant un siècle et demi. Une histoire de partage avec les citoyens, une histoire de savoir-faire aussi. Que l'Etusa voudrait partager avec cette génération et les générations futures. Une histoire d'hommes et de femmes qui ont participé à maintenir cette entreprise en vie, à la mettre toujours en circulation. Dans cet espace, vous pourriez apprécier des affiches de célèbres films cinéma et quelques dessins représentant le transport urbain. Un mur décoratif composé de pièces détachées de bus servira à prendre des photos souvenirs. Continuons notre visite pour atterrir dans une salle où sont exposées les tenues d'exploitation des travailleurs et de mythiques tickets de transport. Une salle d'exploitation où vous allez retrouver aussi les tenues d'exploitation qui est receveur, chauffeur ou contrôleur de l'époque. Nous avons aussi des tickets, des anciens tickets. Vous allez retrouver même des tickets des années 40. Nous avons un ticket de l'année 48, des années 50. Aussi dans la salle d'exposition dédiée à l'exploitation, nous avons aussi un PCC qui est un poste de commandement de l'époque. Un grand espace est dédié à cet atelier vivant de maintenance. À l'étage, vous aurez rendez-vous avec l'histoire chronologique des transports urbains de 1882 à nos jours, à travers des photographies et des cartes qui raconteraient les étapes et évolutions du transport urbain. Vous ferez connaissance de célèbres personnalités qui ont marqué de leur empreinte cette entreprise. Dans une autre aile du musée sont exposés des prototypes et des miniatures de bus et objets témoins. Nous avons aussi une salle d'exposition où vous allez trouver des différents objets qui ont été récupérés par l'Etusa. Il y a aussi une calèche qui a été faite par les agents de l'Etusa qui sera mise en exposition. À la fin de votre visite, une pause café s'impose et cela se sirote dans un bus. Situé dans le mythique quartier de Belouizdad, ce musée
ouvrira bientôt ses portes au public et cela promet d'être une riche expérience. De retour sur le plateau, c'était donc l'ouverture ou l'inauguration du musée de l'Etusa. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au registre santé. On vous le disait ce matin en compagnie de Mina Abed. La vision est très très importante, particulièrement en ces temps où le soleil est fort à port. Nous en parlons en compagnie de notre invité, Dr Routi Fethi Chaban. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Marhaba bik. Alors, vous êtes spécialiste des troubles de la vision. Exactement. Et en votre compagnie aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu la question des UV. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Alors, je reviens à vous dans un petit moment. Et aussi, vous savez, dans le domaine de la santé, les services pour la santé particulièrement prennent de plus en plus d'ampleur, particulièrement avec l'évolution de la technologie. Une application à votre service a été lancée à peu près une année. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité Abdessabour Benzegan. Abdessabour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Depuis le temps qu'on se cherche, voilà. Grâce à Canal Algérie, nous sommes réunis aujourd'hui. Alhamdoulilah. Ça va? Ça va, félicitations ça va, très bien, merci. pour l'application. Avec beaucoup de services d'ailleurs. Oui, on va en parler. On va en parler. Mais avant cela, on disait les UV, on va les décortiquer ce matin, docteur. Alors, c'est la période, donc c'est la période des plages, c'est la période des pique-niques, c'est la période de faire des randonnées et on ne pense pas forcément à la santé des yeux. Exactement, pas seulement à la santé des yeux, mais aussi à la santé de la peau. De la peau. Donc, je vais essayer d'introduire d'abord les UV. Oui. Les UV sont une partie du rayonnement cosmique. Notamment la partie invisible du rayonnement cosmique. Donc, nous avons les rayonnements gamma, X, ensuite les UV, ensuite le spectre visible, ensuite on a les infrarouges, ensuite les micro-ondes et en fin de compte les ondes radio. Oui. Donc ce spectre invisible que constituent les UV sont en trois catégories. Nous avons les UVC à forte énergie, les UVB et les UVA. Les UVC, heureusement, ils sont protégés par la couche d'ozone, mais comme vous le savez, avec tout à l'heure, notre ami avait intervenu sur le bouleversement climatique. Effectivement. Avec cette histoire de pollution. Donc, la couche d'ozone s'est amincie. Donc, fortement. Et là, le rayonnement UVC peut aussi induire des dégâts au niveau sanitaire pour l'organisme humain. On a les UVB qui passent. Et qui sont freinés au niveau de l'œil par la cornée et le cristallin. Et puis les UVA qui constituent 95% des UV, malheureusement passent et arrivent donc jusqu'à la rétine. Et là donc on considérait que les UVA n'étaient pas dangereux parce que c'est un petit peu les UVA, si vous voulez, c'est à proximité de la lumière bleue. Ensuite, on a la lumière verte, rouge, etc. Donc, on considérait que ce n'était pas nuisible jusqu'en 2006 où on a constaté au fait qu'il y avait un effet de cumul qui allait constituer, qui allait provoquer des effets oxydatifs, des effets qui allaient perturber, si vous voulez, la structure de l'ADN et qui peut générer des mélanomes, des carcinomes, des pathologies, notamment des annexes, des paupières, mais aussi probablement aussi des mélanomes de la rétine et de l'UV. Donc à partir de là, les recommandations, on le savait depuis longtemps, qu'il fallait se protéger. Pour la peau, il y a tout ce qui est écran total, si vous voulez, qui peut protéger, donc SPF 50 au minimum. Pour les enfants? Y compris pour les enfants. Parce que les enfants peut-être pour le SPF pour les enfants? Exactement, parce que les enfants, ce sont, si vous voulez, des organismes qui sont en constitution. Donc, ça va de soi qu'il y a une fragilité, une prédisponibilité à ce qu'ils développent des choses. À titre d'exemple, en Australie, où réellement la couche d'ozone s'est amincie, on a des cancers qui sont induits par ce rayonnement.
Et la tranche d'âge de 15 à 30 ans constitue 30% des cancers de la peau. Donc ça signifie qu'on pensait que c'était un effet de cumul, que les tumeurs arrivaient tardivement à l'âge adulte, tardivement vers l'âge de 60 ans. Mais au fait, on a constaté que ces rayonnements peuvent aussi constituer des sources de cancérigènes, y compris les enfants en bas âge et les adolescents. Donc, moi, je suis président de la section santé visuelle, promotion de la santé visuelle et recherche en santé visuelle, qui fait partie de la Fondation pour la recherche médicale. Donc, nous avons décrété, si vous voulez, le mois de juillet comme étant un mois d'alerte au danger des UV, comment s'en protéger. Nous menons une campagne. Pourquoi particulièrement le mois de juillet? Le mois de juillet parce que simplement les gens s'exposent de manière assez intense au rayonnement. C'est un mois où les gens sortent, vont à la plage, et puis c'est l'été, c'est les vacances, les enfants sont exposés. Cela va sans dire que ce n'est pas le soleil qui constitue un danger, c'est les UV. Donc quand on dit le soleil est nécessaire pour les enfants, parce que même pour ce qui est pour un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui on découvre que le soleil est bénéfique pour éviter la myopisation chez l'enfant. Donc il est conseillé au moins 2 heures d'exposition au soleil, mais cela va sans dire qu'il faut se protéger des UV. Ce n'est pas les UV qui constituent la source, si vous voulez, pour freiner la myopie. C'est la lumière visible qui constitue, dans toute sa diversité de ce spectre, est très riche. Et donc on sait que ça va générer un certain nombre de stimulations qui vont permettre de consolider, si vous voulez, la structure de l'œil. Mais les UV constituent une partie qui est invisible. Donc invisible et nuisible, il faut se rappeler de cela. Les ultraviolets, moi je les appelle les ultraviolents. Oui. D'accord. Donc joli jeu de mots, effectivement. Exactement. Donc on est dans cette démarche. Donc on a initié un certain nombre d'actions. On a dressé un chapiteau à l'esplanade de la Grande Poste où on distribue des flyers, on discute un peu avec la population. J'y étais un travail de sensibilisation. Exactement, j'y étais hier. Et puis j'ai une application qui est très simple qui s'appelle UV Index, qui est sur le smartphone. Et à tout moment, on peut mesurer le niveau des UV. D'accord. Hier, autour de 13h, on était à 9,7. Donc sur une échelle de 12. C'était réellement énorme. Alors sur une échelle de 12. Alors justement, là vous me tendez la perche, docteur, par rapport, encore une fois, au taux de danger de ces UV. Alors lorsqu'il y a des éclaircies, donc lorsque le ciel est complètement bleu, complètement éclairci, il y a le temps couvert. Et on dit souvent que lorsque le temps est couvert, que les UV deviennent plus dangereux. Est-ce que c'est une idée reçue ou effectivement c'est... De toutes les façons, les UV traversent. Donc, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, c'est une partie du spectre du rayonnement, donc il passe à travers les nuages aussi. Donc là, c'est parce que les gens s'exposent un peu plus quand il y a. D'accord. Donc ils s'exposent un peu plus quand c'est nuageux. C'est finalement notre comportement qui va changer les choses. Exactement. Notre attitude qui va changer les choses. Cela va de soi que notre objectif, c'est d'alerter et de dire voilà les recommandations. Il faut se prémunir de ces UV. Il faut porter des lunettes solaires. Alors là, vous me tendez une autre perche par rapport aux lunettes de soleil. C'était la question que je voulais vous poser par rapport aux lunettes de soleil. C'est le choix des lunettes de soleil. Parce qu'il y a les lunettes de soleil qu'on peut se procurer au niveau des pharmacies. On est un peu plus détendu sur le plan sécurité. Il y a aussi les lunettes de soleil qu'on trouve sur les étalages. N'est-ce pas, qu'on trouve, qui sont vendus comme ça dans la rue, et les gens s'en procurent. Alors, qu'en est-il finalement du choix des lunettes? Vous savez, les lunettes, c'est un dispositif d'abord, les lunettes en général, les verres sont des dispositifs médicaux. Oui. Donc, on va considérer les lunettes solaires comme étant des filtres qui vont absorber les UV. Parce qu'il y a l'atténuation de la luminosité, qui est une chose, et il y a l'absorption des UV. Donc cela va de soi que quand on va choisir ou acheter des lunettes de soleil, le meilleur endroit c'est chez l'opticien. Donc chez l'opticien agréé, je parle d'agréé parce qu'il y a de faux opticiens aussi, agréé par le ministère de la Santé. Et là il y a effectivement, il faut regarder l'étiquetage qui est sur le bras de la monture. C'est écrit UV 400.
Si c'est UV 400, ça signifie que ça bloque les UV jusqu'à 400 nanomètres. Ensuite, on peut demander à l'opticien de mesurer. Il a un système de mesure des UV. Ensuite, même quand on achète des verres correcteurs, il faut insister sur la protection UV. Et là, il faut simplement demander à l'opticien de fournir des dispositifs, des verres en verre filtrant les UV. Aujourd'hui, avec les indices élevés, parce qu'on a des indices dans le verre, donc il faut choisir indice 1.6, 1.67 ou 1.74. Et là, on est sûr que ça filtre. Sinon, il faut demander carrément est-ce que ce verre protège contre les UV. Et là aussi, il y a une sorte de spectrophotomètre qui va donner la transmission des UV. L'opticien va placer juste le verre. Il peut demander, le porteur peut demander à ce que l'opticien lui fasse la démonstration. Et si ça filtre les UV, c'est bon, donc ça protège. Ensuite, vous avez des verres photochromiques qui sont conseillés chez nous parce que les verres photochromiques sont des verres qui sont activés pour s'assombrir par rapport aux UV. C'est les UV qui activent et donc ça filtre les UV. Donc il est souhaitable pour les gens qui veulent se procurer des verres de solliciter des verres photochromiques, c'est des verres qui réagissent aux UV, donc, et qui protègent contre les UV. Donc cela va sans dire que la prescription, que ce soit de l'ophtalmologiste ou de l'optométriste, doit fournir ce détail, verres photochromiques, verres filtrant les UV, parce que c'est une manière de se protéger des UV. On a aussi les lentilles de contact. Les nouveaux matériaux, pratiquement aujourd'hui, incorporent des filtres UV. Ça va sans dire que c'est un peu plus coûteux que les lentilles de contact simples qui sont fournies ça et là. Mais il faut avoir comme souci à chaque fois de se protéger parce que aujourd'hui la prévalence des tumeurs, etc., elle est très importante. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on choisit une lunette solaire, il faut choisir des lunettes qui soient larges. Parce que notamment on doit protéger la peau des paupières inférieures, et notamment inférieures. Qui reste une peau très fine, finalement. Exactement, très fine. C'est une peau qui est très sensible, et donc si elle est très fine, très sensible, l'action de cumul des UV, des UVA, les UV, ils sont dangereux, les UVB, parce que c'est ceux qui vont procurer un bronzage, si vous voulez. Et c'est le souci un petit peu. Donc les UVA sont plus nocifs par accumulation. On ne le savait pas jusqu'en 2006, où il y a eu des études. Voilà, donc encore une fois, on sensibilise nos téléspectateurs par rapport au choix des lunettes, par rapport à se protéger la vue, particulièrement en ces temps d'été, là où on a du beau soleil. Donc il faut dire, nous avons quand même la chance dans notre pays d'avoir du soleil pratiquement 10 mois sur 12. Exactement. Pratiquement, voilà. Alors toujours dans la sensibilisation, Abd Sabour, il faut dire, tu es pleinement dans la sensibilisation aussi, dans aussi faire de la santé de proximité, si je peux appeler les choses ainsi, à travers cette fois-ci une application que tu as mis en ligne, n'est-ce pas? Exactement. Alors, exactement. Donc, alors, on t'a connu par Sehatek. Sehatek qui a été lancé, je me rappelle, en plein Covid. Oui. N'est-ce pas? C'est là où tout le monde, finalement, avait besoin de cette information. Et Sehatek était là pour donner un peu plus d'informations. C'est toujours Sehatek. C'est toujours Sehatek. On n'a rien changé. On a rajouté encore une autre valeur pour les citoyens. Donc, premièrement, je suis ravi d'être dans ce panel avec Dr Chaaban. C'est un panel médical dans l'émission Bonjour d'Algérie. Surtout que le docteur a lancé une application aussi, n'est-ce pas, pour les UV. Oui, pour les UV, exactement. Donc, en fait, nous, à chaque fois, nous avons continué à innover, à créer. Donc, nous avons commencé, comme vous avez dit, lors de la période du Covid. Nous avons assuré la téléconsultation, comme j'ai discuté avec Dr Chaaban à ce moment-là. Et justement, on a eu notre label Startup déjà, donc ça fait 3 ans avec. Ensuite, nous avons réfléchi comment améliorer encore les choses, comment rajouter encore des solutions qui répondent aux besoins des patients. Donc nous avons remarqué que les patients actuellement, d'ailleurs j'ai reçu un appel une fois auprès d'un collègue, il m'a dit j'ai ma mère au 4e étage et je cherche un médecin pour elle et je ne peux pas la déplacer en quelque sorte vers le médecin, elle ne peut pas se déplacer, elle est âgée, et ainsi de suite. C'est vrai que ce sont des cas qui reviennent très souvent. Très très souvent, surtout les personnes âgées à l'été. J'ai réfléchi, je lui ai dit, tiens, on n'a pas ce service actuellement, mais je vais chercher sur notre base de données des médecins qui ont des cabinets à ce
moment-là, qui pourront peut-être se déplacer. Ben, j'ai fait ma recherche manuellement, j'ai appelé, alors docteur, est-ce que vous êtes disponible? Non, je ne suis pas disponible, je suis en congé. Après une demi-heure, j'ai pu trouver un médecin qui s'est déplacé chez lui. Ensuite, ça m'est arrivé l'idée, pourquoi ne pas créer ou automatiser ce geste que j'ai déjà fait manuellement, l'automatiser en tant qu'un acteur dans le domaine de technologie et assurer en quelque sorte une solution qui répond aux besoins à ce besoin. Donc nous avons justement commencé notre recherche et développement, c'était en 2022, ça fait 2 ans, et pour justement faire sortir une application pratiquement pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, c'est l'équivalent du VTC. Au lieu de commander un chauffeur, on va demander un médecin ou un infirmier à domicile. Donc c'est médecin ou infirmier. Ou infirmier. Donc les soins médicaux et paramédicaux. Consultation. Donc nous avons commencé à développer l'application. Alhamdoulilah, nous avons réussi à la lancer l'année dernière. Donc l'an dernier. Alhamdoulilah, merci. Donc nous l'avons lancé et depuis justement, donc nous avons vu l'engouement des patients vers cette application et nous avons encore validé le besoin. Alhamdoulilah, dans Sihatek, c'est ça qu'on veut, c'est qu'un patient, s'il nous sollicite, il va toujours trouver une solution à son besoin. Bon, c'est un peu bizarre, mais on demande toujours, Inch'Allah, vous n'allez pas nous solliciter, ça concerne la maladie et tout, mais si vous nous sollicitez, nous sommes toujours là pour vous. Donc voilà, nous avons lancé l'application, nous avons actuellement une panoplie de services, consultation générale, et même les consultations spécialisées. C'est un peu difficile de les avoir à domicile, mais nous avons pris Alors justement, Abd Sabour, là, c'était une question que j'avais envie de poser par rapport au réseau, parce que c'est la chose la plus difficile généralement à constituer. C'est vraiment le réseau des médecins, parce que le patient, il est là, il est toujours dans le besoin, il fait juste, finalement, il formule son besoin. Mais j'imagine que la chose la plus difficile, c'est de réunir tout ce réseau de médecins qui doivent être disponibles une fois qu'on les sollicite. Parce que tout est question de disponibilité, encore une fois, chez les médecins. On sait très bien qu'ils sont débordés. Exactement. Alors, comment ça s'est fait, justement, la constitution du réseau? Tout simplement, puisque nous avons une vision lointaine et aux normes internationales, nous avons essayé d'utiliser ce qui se passe à l'étranger. Donc, nous avons utilisé un business model qui se base sur l'ubérisation. C'est quoi l'ubérisation, en fait? C'est de se concentrer sur la quantité pour maximiser la disponibilité. Donc, à chaque fois qu'on recrute ou qu'on emborde des professionnels de santé partenaires, médecins et infirmiers, on aura une disponibilité de plus. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ne sont pas obligés de se connecter tout le temps. C'est un travail de plus, comme les VTC, comme les chauffeurs. Donc, ils se mettent en ligne peut-être le soir, peut-être le week-end, peut-être. Mais une fois nous avons une grande quantité de prestataires ou de partenaires avec nous, on assure la disponibilité. Actuellement, nous avons presque 200 médecins et infirmiers qui sont avec nous et ça reste un chiffre bas par rapport au modèle de l'ubérisation. Donc on compte, Inch'Allah, faire des milliers, pourquoi pas des dizaines de milliers actuellement. Donc le médecin ou l'infirmier, il est, par exemple, il travaille la matinée dans son cabinet ou la journée dans son cabinet. À partir de 17h, il se connecte, il se met online entre 17h et 20h par exemple. Il reçoit des demandes. Une fois il se met offline, il ne reçoit rien. Et peut-être il y a un autre qui va prendre la relève, qui se connecte le soir de 20h à minuit, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe par rapport à ça. Et alhamdoulilah, donc, comme je viens de dire, donc, nous avons déjà créé des emplois indirects en quelque sorte, presque 200 emplois indirects, plus l'équipe Tana qui s'est agrandie depuis le temps. Nous sommes une dizaine actuellement à temps plein et je les remercie pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ah, j'imagine. Puis, autre chose, ce qui est intéressant, j'ai envie de dire, avec ce service, c'est le travail de proximité aussi, parce que le souci aussi, il est là. Lorsqu'un patient demande un médecin, c'est généralement pour des urgences. Donc, généralement, ça doit se faire dans la proximité, n'est-ce pas? Nous avons réfléchi à tout ça, justement. Donc, actuellement, nous envoyons des médecins dans un rayon géographique de 10 à 15 km. Donc, 10 à 15 km, une fois il est dans cette région, le médecin, le partenaire, on va le cibler sur l'application et il va recevoir la demande et il va faire le nécessaire. C'est un déplacement de 5, 10, 15 minutes maximum. Si ça dépasse cette zone géographique, ça va cibler un autre médecin. C'est comme le système du VTC pratiquement. Donc c'est la proximité, comme vous avez dit, donc c'est très très importante parce que voilà, comme par exemple des personnes âgées qui sont allaitées et qui ont des AVC ou là, on ne gère pas les urgences où il faut se déplacer à l'hôpital. Parce que là, généralement, c'est le SAMU qui intervient. Exactement. Mais on détecte, par exemple, ça fait même pas 2 jours, il y avait un patient
qui avait des douleurs au niveau du ventre et tout. Donc, il a demandé à un médecin généraliste, on lui a envoyé un médecin généraliste. Il a découvert qu'il a une occlusion. Donc, il a envoyé, il leur a dit qu'il faut l'envoyer directement, il faut l'évacuer à l'hôpital. Mais voilà, donc c'est ça l'objectif. Des fois, le patient, il ne sait pas. Peut-être il va dire, allez, je temporise jusqu'à demain pour y aller chez le médecin. Ça nous arrive souvent. Parce que c'était le soir, justement. Il va dire, je temporise jusqu'à demain pour y aller chez le médecin. Bien, ensuite, ça va être la catastrophe. Donc voilà comment, oui, donc effectivement, pour répondre à ta question, Norlouda, oui, donc on tient en compte la proximité, on tient en compte le service qu'il assure aussi le médecin. Et comme j'ai dit, donc, juste pour les auditeurs, donc on a les consultations générales, les consultations spécialisées actuellement. Nous avons la neurologie, la rhumatologie, la psychologie, surtout la psychologie avec le tabou. Donc, on peut envoyer un psychologue carrément à domicile. Les orthophonistes également. Ah oui, ça aussi, un autre sujet très, exactement. Très important. Les orthopédistes, surtout par rapport à l'orthopédie et la rhumato et même la neuro. Donc, il y a des patients qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas bouger carrément. Et pour, par exemple, avoir un transport sanitaire et une ambulance, ça va leur coûter très, très cher. Oui. Donc, ce n'est pas une urgence. Ils ne peuvent pas avoir la protection civile. Donc, c'est un besoin qu'on a couvert actuellement et ça n'existe pas trop comme des médecins à domicile dans le côté spécialisé. Et nous avons tout type de soins infirmiers. Depuis de l'injection plutôt, le sérum, l'ablation de fil, le changement de pansement post-opératoire, ou la brûlure, ou le plâtre, ablation de plâtre, tout ça, c'est disponible via justement nos 200 actuellement partenaires que je les félicite et je les remercie pour le service qu'ils sont en train de faire. L'engagement surtout, effectivement. M. Abd Sabour, qu'en est-il de, on va dire, la portée géographique de l'application? C'est juste Alger, l'Algérois, ou ça touche quand même plusieurs coins du pays? C'est une excellente question. Donc nous avons actuellement commencé par les 4 wilayas, Alger, Boumerdes, Blida et Tizi Ouzou, actuellement. Et tout dépend maintenant du recrutement, du onboarding des les partenaires. Donc à chaque fois, nous sommes en train d'onboarder comme nous avons dit avec notre processus d'onboarding. Donc les partenaires, par exemple, si on a un nombre suffisant au niveau de Tipaza demain ou après-demain, donc on va justement lancer l'application à Tipaza et ainsi de suite. Nous avons commencé juste à Boumerdes, c'est notre lieu, là où le siège social de l'entreprise. Ensuite Alger, ensuite Blida, ensuite actuellement nous sommes à 4 wilayas. En une année, toucher 4 wilayas en une année, c'est quand même Alhamdoulilah, nous assurons actuellement un grand nombre de demandes, c'est des milliers donc au niveau de ces 4 wilayas, et il y en a encore beaucoup d'autres qui ont besoin de nous, et le but c'est de couvrir carrément les 58 wilayas et pourquoi pas aller même à l'international pour couvrir ce besoin qui n'existe pas actuellement. Donc actuellement il y a juste les entreprises de soins à domicile qui sont très limitées dans le nombre de l'effectif, mais nous on pourra avoir des dizaines de milliers de médecins et d'infirmiers qui peuvent être disponible pour les patients à tout moment et n'importe où. Effectivement. Alors, tu sais, Abd Sabour, très souvent, nous recevons des invités sur notre plateau et il y a des contrats qui se font sur notre plateau. Bientôt, Aura. Voilà. Je fais l'intermédiaire. On commencera par l'ophtalmologie, probablement. Probablement. Pourquoi pas. Exact. Nous avons discuté justement, j'ai pris le contact, peut-être qu'on va discuter sur une convention ensemble avec les adhérents de l'association. Ils peuvent toujours se porter comme partenaire avec nous, par exemple. Oui, c'est une excellente chose. Je vais répercuter cela auprès de mes confrères. Très bien. Juste à titre d'information complémentaire, demain à 18h, il y a un webinaire avec un panel sur la question des UV qui va donc regrouper une ophtalmo spécialiste de la surface oculaire et qui travaille énormément sur les tumeurs, un dermato, un oncologue et un médecin du travail et moi-même. Donc on va débattre un petit peu, si vous voulez, on va décortiquer cette thématique de manière méthodique et c'est destiné au large public et aussi aux spécialistes. Très bien, donc rendez-vous pris demain, 19h. Sur tous les réseaux, on sera sur le Facebook Live et on sera sur YouTube. Il faut se connecter sur quel lien? Je vais vous envoyer le lien. Très bien, d'accord. Ben, merci beaucoup, docteur. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Abd Sabour, merci beaucoup. Merci à toi. On souhaite voir l'application sur les 58 wilayas très prochainement. La prochaine fois qu'on te recevra, tu vas nous dire que l'application est active sur les 58 wilayas. À chaque fois, il y a du nouveau. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Très belle continuation. Merci à vous. Merci à Myriam, merci à Kenza qui nous a permis de faire l'interview et à très bientôt. Marhaba bikum, en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore une fois, docteur. Et on continue
cette fois-ci, nous allons nous intéresser au rapport des Algériens avec l'intelligence artificielle. C'est une question que Hamid Arbouh s'est posée dans ce reportage et on se retrouve juste après. L'IA a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevée. L'intelligence artificielle a révolutionné le monde dans lequel nous vivons. Toutes les industries, toutes les couches de la société vont être transformées par cette technologie. Une question se pose cependant, sommes-nous prêts pour l'intelligence artificielle ? Il y a un petit non et un grand oui. C'est-à-dire c'est le cœur qui parle, bien sûr. On a toujours l'ambition que notre pays, notre société soit technologiquement bien équipée pour aborder à peu près le cycle de développement social, technologique, etc. Mais il y a des réalités fâcheuses, des réalités qui font mal, parce que la société algérienne est plutôt plus proche du système des réalités traditionnelles que des ambitions technologiques. L'intelligence artificielle sera la technologie la plus influente sur le futur de nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes grandissent entourés par des algorithmes complexes qui influencent ce qu'ils voient, la façon dont ils communiquent, les vidéos qu'ils regardent et comment se fait leur apprentissage. Dans les années à venir, l'intelligence artificielle pourrait même faire partie intégrante du système éducatif et être un outil d'apprentissage aussi bien à l'école qu'à la maison. Une deuxième question se pose alors. L'intelligence artificielle va-t-elle mettre l'avenir de nos enfants en danger ? C'est une société traditionnelle, c'est-à-dire les parents qui décident, les parents qui disent parents, c'est-à-dire c'est les parents de plus de 40 ans. La génération de plus de 40 ans, généralement, elle a un savoir, un standard, un niveau très modeste en ce qui concerne l'utilisation des outils technologiques. Par contre, la génération des étudiants, la génération des écoliers est plus peut-être apte à utiliser l'outil technologique, notamment peut-être le smartphone, le parabole, les ordinateurs. Donc ils sont déjà dans l'optique de cette technologie. La nouvelle génération devrait se préparer dès aujourd'hui aux métiers d'avenir liés à l'intelligence artificielle, car c'est une exigence pour le développement économique et sociétal du pays et un investissement d'avenir. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre thématique. Il s'agit donc de la collecte des dons. C'est un festival qui a été lancé il y a quelque temps par un club d'étudiants. Il s'agit du club des activités polyvalentes de l'école Polytech qui sont parmi nous ce matin. Je commence par Inès Saadawi. Inès, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Inès? Ça va, là, ça se passe bien? Très très bien, merci. Vous avez fini l'année, les examens? Oui, j'ai fini la prépa. La prépa. Oui, j'ai fini. Ah oui. La délivrance, oui. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est exactement ça. Tu es en première année, c'est ça? Oui, en première année spécialité. Première année spécialité. Oui. Tu as fait quoi comme spécialité? J'ai fait électronique. Ah, c'est génial, par choix. Donc, c'est génial ça. Oui, oui, c'est magnifique. Ah, ben, je te souhaite une très belle continuation. Inch'Allah, en tout cas, délivrance. Ah, délivrance, c'est bon. Maintenant, on va se concentrer sur les activités du club. Oui. Parfait. Et parmi nous également, Inès, il y a ici. Inès, bonjour. Bonjour, enchantée. Comment ça va, Inès? Ça va, moi, je m'appelle Marhouda. Enchantée. Ravie. Ça va, Inès? Ça va. Ça se passe bien? Oui. Toi aussi, tu as fini délivrance? Oui. Ouf, alhamdoulilah, tanina. أنا درت ثاني Prépa, électronique. toi aussi? Oui, كملت prépa وفي de cas spécialité électronique. D'accord. Bon, tu es en première année, c'est ça? Oui, première année spécialité. Donc, vous êtes ensemble? Oui. Ah, bah, très bien, c'est parfait. Et maintenant, on se consacre au club. Au club, oui. Ah, bah, c'est magnifique. Et parmi nous, également, cette fois-ci,
Pour ne pas que je me trompe. Mohamed Yanis. Mohamed Yanis, voilà, Mohamed Yanis Ben Nabi. Mohamed Yanis, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mohamed Yanis? Prépa aussi, électronique aussi? Non, je suis vétéran de cas. Ah, Donc, je suis qu'est-ce passé en deuxième année. je m'appelle comme des conseils, qu'est-ce que Oh, pour les conseils, il y en a. Ah, il y en a. Il y en a, mais il faut les partager. Ah oui, bien sûr. Donc, puisqu'ils ont fini, une fois fini les 2 ans de prépa, il n'y aura plus de conseils. Ah, classe. Khawatai devient vétéran. Ah oui, c'est bon. le plus gros effet quand on fait les 2 ans de prépa, c'est ça? Exactement, c'est le plus dur. Très bien. Alors Yanis, toi tu t'occupes de la communication? Exactement, je suis chargé de communication du club depuis maintenant 7 mois. Alors, depuis 7 mois quand même. Oui. Très bien. Alors, c'est un club qu'on a l'habitude de recevoir. C'est un club qui est très, très actif, on le sait, sur terrain. Vous faites beaucoup de belles choses. On vous félicite de notre plateau. Mais cette fois-ci, c'est un festival. Ce n'est pas la première édition que vous faites ce festival. C'est la 6e édition. Donc, il y a quelques temps que le festival a été lancé. C'est le festival Charité, n'est-ce pas? Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce festival. Donc, c'est un festival caritatif qu'on organise depuis des années. Nous sommes à la 6e édition cette année. C'est un festival dont tous les dons récoltés et les fonds récoltés seront reversés à une certaine cause caritative. Très bien. Donc, parmi les éditions précédentes, nous avons choisi comme cause d'aider les orphelins, d'aider les enfants de la Lune, les enfants cancéreux. Donc, je me rappelle. Exactement. Donc, chaque année, on choisit une certaine cause. Et cette année-là, on a choisi d'aider une cause un peu plus générale, qui est d'aider le service de pédiatrie de l'hôpital de Parnay. Très bien. Alors Inès, comment vous vous organisez pour la collecte des dons cette année? On va faire des stands, des ateliers où, Inch'Allah, le 27 juillet, à partir de 10h jusqu'à 21h, la ferme équestre de Birtouta. On vous invite tous, Inch'Allah. La cause. Effectivement. Alors Inès 2, Inès 1, Inès 2, bon, Inès puissance 2. Alors Inès, donc ça va se passer durant toute la journée. Elle nous l'a dit, Inès, ça va se passer donc au club terrestre de Betouta, mais à côté, donc il va y avoir des ateliers, c'est ça? Donc parle-nous un petit peu du programme de la journée. Donc le programme de la journée, il n'y a pas pour l'instant un programme fixe, mais je peux vous parler en général de ce qu'il y aura. Il y aura des ateliers qui m'appellent Inès, ateliers broderie, couture, cosmétique, que ce soit maquillage ou la henna. Ce sont des ateliers d'initiation, c'est ça? Des ateliers, donc Inch'Allah, des artisans. D'accord. Il y aura un public, ils veulent apprendre. D'accord, donc l'initiation. Oui, très voilà. Bien. Donc il y aura, comme j'ai dit, la cosmétique, soit maquillage ou la henna. Il y aura couture, broderie, peinture, littérature, art et loisirs, tout. Vraiment tout. Donc tout ce qui peut se faire comme atelier, il y aura, Inch'Allah. Très bien, donc ça c'est durant la journée, vous allez faire ça de 10h à 19h. Ça c'est juste les ateliers. Ça c'est juste les ateliers. Il y a beaucoup d'autres. Très bien, autre chose? Il y a des jeux. À côté? Il y a des jeux mécaniques, des jeux gonflables, des DIY. Donc justement, on est en train de fabriquer ces DIY nous-mêmes. D'accord. Par exemple? Par exemple, le tir à l'arc. Voilà. On a aussi, que vous fabriquez vous-même? Oui, c'est des jeux DIY. Et on a aussi une trentaine de stands d'exposition. Donc c'est des artisans qui viennent un peu de partout. Ce sont des artisans qui ont des travaux affichés, des travaux exposés. Même il y aura des ventes au niveau des stands. Ils seront présents avec nous au festival. Il y aura des stands d'exposition d'art, de peinture, comme elle avait dit, de broderie, de couture. Il y aura même des stands de nourriture artisanale, les gens qui font des gâteaux traditionnels, de la nourriture traditionnelle. La confiture. Exactement, la confiture, du miel artisanal. Il y aura une exposition et bien sûr il y aura de l'animation. Donc tout ce qui est spectacle, show. Un festival, on est du fort. Exactement. Donc ça va être grandiose finalement. Bien sûr, bien sûr. Une 6e édition prouve. On a de l'expérience après, après 6 ans de travail. Exactement. Donc il y aura de l'animation, il y aura des pauses musicales. On aura plein de groupes de musique et de musiciens qui seront parmi nous. Donc ça se passera, comme elle vient de le dire, le 27 juillet à la ferme équestre de Bertouta. Voilà. Très bien. Alors, mais sinon, qu'en est-il de la collecte des dons? Ça va se passer comment? Donc, pour la collecte des dons, ça commencera par la vente des tickets. Donc, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, par CCP. Et aussi, il y aura un appel aux dons
Un appareil dent pour les gens qui veulent faire des dents matérielles ou financiers directement main à main. Donc ils nous appelleront par téléphone. Donc restez branchés sur nos réseaux. Il y aura toutes Cap, les réseaux. Cap.p sur Instagram, Cap sur Facebook et bien sûr sur LinkedIn. On est toujours présent sur LinkedIn. Et il y aura aussi une campagne de sensibilisation au niveau de la station Tefouala du métro. Ça durera 5 journées. De quelle date à quelle date? À partir de dimanche jusqu'à jeudi. Dimanche après-demain? Exactement, ce dimanche jusqu'à jeudi. Dimanche 21? Voilà. Tout à fait. Donc il y aura une campagne de sensibilisation, on va distribuer des flyers, on va expliquer aux gens le programme du festival et bien sûr on expliquera notre cause qui est la cause principale. Très bien, alors les filles, vous nous expliquez un petit peu comment vous allez procéder lors de ces 5 jours de sensibilisation? Parce que là, on va directement vers les gens. Oui. N'est-ce pas? Donc l'équipe organisatrice, on est assez nombreux. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont se déplacer au fil des journées. Donc peut-être un j'y serai lundi, une autre personne ira mardi. Donc, en distribution des tâches. Oui, voilà. Donc il y aura un stand avec notre banner CAP. Et nous aurons des flyers. On va essayer d'attirer les gens vers nous, leur expliquer c'est quoi le but de cette fête foraine, le but de ce festival, surtout les familles. Donc les familles, c'est notre cible. Voilà. Donc les enfants ils veulent jouer, ils veulent apprendre. Et puis les enfants, ils sont sensibles à ce genre de cause. Hein, oui, en plus, le but de cette édition, c'est le service pédiatrie, donc c'est les enfants. Voilà. Ça va se passer comme ça. Inch'Allah. Mais sinon, Inès, tu comptes t'y prendre comment? À la disponibilité. La timide que tu es. Je vais essayer de parler avec les gens, les sensibiliser. Bien sûr, on va surtout à la cause. Je vais le khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou j'espère qu'ils jouent les familles, Inch'Allah. Certainement, hein, surtout que nous avons de belles journées, l'endroit il est agréable. On a les activités, les jeux, la nourriture. On a une journée complète. Très bien. Donc plusieurs activités qui vont certainement intéresser les familles. Pourquoi pas un programme à tout âge. Oui. Voilà, surtout que l'exposition, ça va drainer beaucoup de personnes, d'autant plus qu'il y a un retour vers tout ce qui est artisanal. Donc ça ne sera pas juste un bon plan, ce sera le bon plan cet été. Pardon? Ça ne sera pas qu'un bon plan, ça sera le bon plan de cet été. Oh, mais donc, ça se voit qu'il fait de la communication, lui. Ça promet. Le festival ça se voit qu'il fait de la communication. Il mérite son poste. Ah oui, et même une promotion au niveau de Cap. Hein. Voilà. Ah, n'est-ce pas? Merci beaucoup, je suis flattée. C'est le bon plan. N'oubliez pas, le 27 juillet. Voilà, donc ceux qui ne savent pas quoi faire de leur été, venez le 27 juillet. Il y aura de tout, il y aura plein d'activités, des jeux pour enfants, il y aura de tout, voilà. Très bien, donc rendez-vous pris le 27 juillet. Oui, rendez-vous le 27 juillet. À la ferme équestre. À la ferme équestre, donc de Bertota, mais sinon, on rappelle qu'avant, il y a la campagne de sensibilisation que vous allez faire durant les 5 jours. On rappelle les dates? À partir du dimanche 21 jusqu'au jeudi. Jusqu'à jeudi, donc il vous serez... du métro. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une station qui est très très fréquentée, n'est-ce pas? En tout cas, je vous souhaite une très belle réussite, très belle continuation pour votre noble cause. Surtout, on rappelle que c'est une cause noble, n'est-ce pas? Donc c'est la 6e édition. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Inès et aussi Yanis. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, Sami Abou Harour s'est intéressé aux bienfaits du sport dans ce reportage et à tout de suite. Dès que le soleil a déployé ses rayons en ce vendredi matin, le mouvement commence. Le thermomètre affiche 18 degrés, une journée ensoleillée idéale pour faire plein d'activités. Pique-nique, promenade à pied, balade à cheval, marche, footing, exercice de remise en forme. Et c'est au cœur de la forêt de Bouchaoui que ces passionnés de la verdure, de la tranquillité et de bien-être se refugient pour fuir le stress de la vie quotidienne, recharger les batteries et se munir d'ondes positives. En se faufilant dans ce site forestier, nous avons croisé ces habitués des lieux. Des jeunes, des retraités, tous métiers confondus, tous dévoués pour un seul objectif,
bouger pour mieux vivre. À peu près, ça fait 3 ans que je suis dans ce club Sport pour tous, à Bouchaoui. Il y a une très bonne amélioration et surtout la bonne sensation. On ne peut pas le décrire. ما ندمتش لاني ندير سبور مع الكوتش فاتح جامي جو ريغريت. الحمد لله الجروب تاعنا راه معروف تاع سبور بورتيس. انا بوشاوي راه كثر من 13 سنه ولينا لا فامي نتعرفوا. كما يقولوا الرياضه هذه ولات كما يقولوا ما نقدروش نسمحوا فيها باسكو هي اللي نديها في بوشاوي نخرجوا الطاقه السلبيه. حنا هذا الجروب اللي يحب الرياضه ويحبوا لي روندوني ويحبوا كما يقولوا تشالنج تحدي في التدريبات تاعهم. ومختلف الاعمار راك تشوفي كاين صغار كاين كبار كاين لي ماري كاين ناس بزاف راهم يجوا يداووا روحهم كما يقولوا اردونس 0 دينار. Dans ce groupe, ça fait 2 ans et c'est une bouffée d'oxygène pour le moral. Donc les 4 piliers de la vie, c'est donc il y a l'activité physique, il faut garder une bonne activité physique, donc une bonne alimentation, donc l'hygiène alimentaire est très important. 3e point, c'est bien dormir et de ne pas se stresser. Pour ne pas se stresser, il faut rester actif. Oui. Voilà. Donc la bonne alimentation, c'est de ne pas trop manger. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc les bienfaits du sport. C'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce sujet. Les bienfaits du sport, on continue d'en parler puisque la semaine dernière, il s'est déroulé le championnat de l'apnée. On s'en parle ce matin en compagnie de M. Karim Samir Chaouch. Vous êtes président de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Marhaba bikom. Et parmi nous également l'entraîneur de l'équipe nationale d'apnée, M. Badis Ghezati. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Marhaba bikom, sharaftouna, comme on dit. Et avant de commencer, on va vous dire félicitations. Merci. Puisque vous êtes revenu bien armé de médailles. Hein. Merci. N'est-ce pas? Et la première félicitation, c'est pour les athlètes qui ont fourni des efforts et des sacrifices pour que le drapeau soit ici au niveau international. En fait, c'est l'engagement de tous. Hein. Voilà, c'est l'engagement de tous. Mais le plus grand sacrifice, c'est les athlètes. Voilà. Le mérite, c'est un bel hommage. Hein. Le mérite le revient à eux. Question administrative, financière, on essaie de leur faciliter les déchets, tout ce qui brouille, ils pensent à rien. Mais le mérite, on est là pour encadrer l'expérience. Voilà, j'ai 30 ans dans le subaquatique, donc j'ai une assez grande expérience. L'entraîneur national aussi, il a une grande expérience. Il a été parmi les premiers à pratiquer l'apnée en Algérie. En 2015, il y a eu une convention à la Fédération française, donc il y a eu une formation d'apnée, dont on faisait partie. Et on a un président de comité technique, Fawzi Khloufi qui était à la hauteur. Et il faut dire aussi que le déplacement a été fait par un staff, Ghezati Khloufi et Sefou Habib, qui est aussi un apnéiste, mais c'est un membre du bureau fédéral. Ils ont bien maîtrisé leur sujet. Parce que ce n'est pas que la performance des athlètes, donc peut-être il va vous raconter avec plus de détails, mais il y a beaucoup de kawalis, courir, des programmations, il faut savoir où placer l'athlète, dans quelle poule, pour être sûr. Tout doit être bien calculé. Voilà, bien, c'est un travail d'équipe. Mon travail s'arrête une fois que la classe. Une fois que ça mais vous avez le cœur serré, hein? Non, je suis. Vous avez le cœur serré, à la minute. WhatsApp Voilà, effectivement. Alors justement, Monsieur Ghezati, parlez-nous un petit peu des préparatifs. Donc comment se font les préparatifs, comment se fait l'encadrement, comment se fait l'entraînement? Parce que c'est un travail dur, hein? Vous êtes revenu avec 5 médailles, là, Hiberg. Déjà, c'est un engagement des athlètes. Les athlètes, pour être un champion, il faudrait être engagé et il faudrait faire des sacrifices. Déjà, ils ont mis leur vie de famille à côté. Oui. Ils ont fait le choix de faire du sport une vocation. Oui. Donc, c'est une préparation à longue haleine. Nous, au niveau de la fédération, on passe par des compétitions qualificatives
au niveau régional. Par la suite, on a une compétition nationale et d'où on fait la sélection des meilleurs athlètes. Et parfois, on a recours à des talents qu'on découvre durant le parcours. Donc, la sélection... C'est un peu votre travail, hein, c'est de pouvoir dénicher un peu ces talents, leur donner leur chance. Oui, par la suite, on passe par l'évaluation des qualités physiques, des compétences de ces athlètes, pour voir est-ce qu'ils peuvent nous amener à décrocher une médaille. Et là, on leur donne les moyens, grâce à la fédération, grâce à notre ministère qui nous soutient, pour pouvoir leur fournir tous les moyens pour obtenir une médaille. Et c'est ce qui est arrivé à Belgrade, en Serbie. Effectivement, donc vous êtes revenu avec 5 médailles. C'est vrai que l'apnée, à première vue, j'ai envie de dire que quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est un peu angoissant, hein, parce que rien qu'en plongeant, par exemple, on retient son souffle quelques secondes et c'est très vite. Alors quand on voit ce genre de concours, c'est un peu angoissant, donc j'imagine que les entraînements sont très durs aussi. Ils ne sont pas durs, ils sont spécifiques. Oui. Ils sont spécifiques. L'apnée, c'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde, par les jeunes, par les petits, par des gens malades, si le médecin leur donne une autorisation pour pratiquer. Donc c'est un sport ouvert à tout le monde. Il y a le professionnalisme qui est une autre paire de manches. Là, ça demande plus d'engagement. Ça demande plus d'engagement, plus de sérieux. Les entraînements sont parfois quotidiens, biquotidiens, triquotidiens, 3 fois par jour. Donc c'est assez contraignant pour les athlètes. Il y a le risque de blessure. Il faudrait assurer les moyens de récupération. Il faudrait travailler Quel genre de blessure? Ils peuvent faire un claquage musculaire. Ils peuvent. Ah, quand même. Oui, parce que quand on parle d'apnée, les gens pensent que c'est uniquement couper sa respiration. Nous, on fait du renforcement musculaire. Ils ont besoin de beaucoup de souplesse, une souplesse de la cage thoracique. Ils ont besoin d'un mental très très fort. Donc c'est ce qui fait, ils sont en compétition avec eux-mêmes. Donc quand dans une compétition, on se bat avec nos propres limites. Donc on essaie de repousser nos limites. On essaie de dépasser nos freins. Et c'est ce qui fait qu'il y a la particularité de cette discipline d'ailleurs. Et c'est une discipline passionnante, donc on prend goût à ça. On prend goût à ça. Les athlètes ne s'entraînent pas, ils sont en train de vivre leur rêve, leur passion. Donc c'est ce qui permet de nous garder, de maintenir le souffle de l'apnée. Alors justement, revenons un petit peu à ce championnat qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc on le rappelle, vous êtes revenu avec 5 médailles. Parlez-nous un petit peu des records, donc des athlètes. Donc nous avons la chance d'avoir une première participation féminine à un championnat du monde. Donc l'athlète Hussein Dawaji Lila Al-Hakima a pu décrocher 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Donc elle s'est classée 3 fois vice-champion du monde. Donc c'est quelque chose. C'était dur. Il y a aussi l'athlète Dahman qui a obtenu 1 médaille de bronze. Donc il s'est classé 2e vice-champion du monde. C'est quand même remarquable parce que la compétition, elle est très spécifique, très très technique. Il y a des temps de passage qui peuvent être modifiés à la dernière minute. Le passage se fait par 2 athlètes. Donc il faudrait connaître les rouages et la réglementation. Donc nous avons la chance d'être parmi la Commission mondiale des activités subaquatiques. Moi, je suis membre de la Commission mondiale des activités subaquatiques. Donc notre rôle, c'est d'élaborer le règlement des compétitions. Donc nos athlètes étaient formés pour la compétition parce qu'il y a beaucoup de disqualifications. Disqualification pour défaut de procédure, non-respect du protocole. Nous, nos athlètes ont été préparés à ça, en plus de l'effort remarquable qu'ils ont fait. Effectivement. Alors justement, et la fédération est là pour encadrer donc toutes ces conditions de participation. Voilà, toute la préparation, mettre les conditions adéquates où l'athlète se sent à l'aise, où le staff technique se sent à l'aise. Comme vous avez dit, l'angoisse. L'angoisse, elle est partout. Quand on a des invités, on prépare un plat, on est angoissé. Donc l'angoisse, elle fait partie de la vie. Sauf quand on est bien préparé, un projet bien préparé, c'est un projet qui est abouti. Donc ça en a une grande préparation sur tous les plans, sportifs, financiers, administratifs. Le visa, on l'a eu 2 jours avant le départ. Une autre angoisse? Voilà, très grande angoisse. On les a harcelés au téléphone.
Le ministère, heureusement, il nous a accompagnés dans les procédures, de faire les procédures bancaires et tout ce qui s'ensuit. Mais on a été agréablement surpris. À l'aéroport, il y avait les services consulaires qui étaient là. Ils ont attendu l'équipe, ils les ont accueillis, ils leur ont fait une réception de l'ambassade et je les remercie. C'est une première pour la fédération. Ça a motivé les athlètes. Déjà, à l'arrivée, de voir que les autorités sont là et les accompagnent, ça a été un soulagement. Parce qu'arriver à un pays, la Serbie, ce n'est pas un pays qui maintenant la France, l'Italie, les gens ils sont habitués. Donc ça, c'était un plus pour l'équipe. Je pense que ça joue un rôle psychologique de savoir qu'ils sont épaulés par un pays. Certainement. Voilà, certainement. Et d'ailleurs, ils l'ont bien rendu avec, les médailles. En tout cas, félicitations. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, M. Karim Samir, Chaouch, vous êtes président de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques. Et aussi M. Badi Ghezati, vous êtes l'entraîneur de l'équipe. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je dois rendre hommage à l'équipe de nage avec Palme qui a participé en 2023 en Égypte pour le championnat africain et arabe. On a obtenu la 3e place africaine et la 4e place arabe et on a eu 13 médailles entre argent et bronze. C'est des gens, filles, garçons, Medjahed, Zetouni. Et l'équipe de pêche sportive en apnée qui a été en Turquie cette année aussi, elle a obtenu la 6e place individuelle et par équipe sur 57 athlètes. Non, c'est un exploit pour nous. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Non, je ne voulais pas les oublier parce que les rendre hommage. C'est la famille subaquatique. Je ne fais pas de différence entre les disciplines. C'est comme le grand-papa de la famille. Non, je suis là pour fédérer. Effectivement. En tout cas, félicitations à tous. Alors, vous savez, hier, beaucoup d'ouyos, on les a entendus dans plusieurs maisons pour le bac. Donc, félicitations encore une fois à tous les lauréats au bac. Et justement, Alad Abdelrazak présente toutes félicitations à son neveu Alad Ryan. Aussi, félicitations pour Aït Mahidine Ahmed de Annaba. Mabrouk, des vœux adressés par son père Hakim et toute la famille Aït Mahidine de Tougensef de Tizi Ouzou. Félicitations aussi pour Kwasi, Koudil, Imen, nos vœux pour toute la famille Koudil et Kwasi d'Alger, Messaad Abdeldaïm aussi, Messaad Abdeldaïm, c'est justement le fils de notre ami et notre collègue Abdelrahman qui a eu son bac. Donc félicitations encore une fois à tous les lauréats au baccalauréat. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous, au revoir.